Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Il est 19h. Bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 2 décembre municipal. On y est, à quelques mois du scrutin. Le maire sortant Pierre Cohen entre officiellement en campagne. Vaste plan de restructuration chez EADS. Il doit être annoncé dans la soirée à l'issue du comité central d'entreprise qui se tient actuellement. Des milliers d'emplois sont concernés ici également dans notre région. Avec nous sur ce plateau, Xavier Petraki, délégué central d'Airbus. Merci d'être là et à tout à l'heure. Enfin, la vente de e-cigarettes constitue une concurrence déloyale pour les buralistes. C'est la décision qui est tombée cet après-midi au tribunal de commerce de Toulouse. Réaction dans ce journal. À quelques semaines des municipales, la bataille au fauteuil de maire a donc été officiellement lancée aujourd'hui par le maire sortant. Pierre Cohen s'est déclaré candidat à sa propre succession. Jean-Marc Lucas. Déplacement, éducation, logement, Toulouse était en retard. Pendant 6 ans, nous avons tenu nos engagements. Nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Dixit Pierre Cohen, qui ce matin jouait la force tranquille. Et à Jean-Luc Moudin, qui lui reproche d'être dogmatique et trop politisé, il répond sans pincettes. Moi, j'ai toujours été au Parti Socialiste, j'ai toujours considéré que c'était mes convictions. Par contre, moi, j'ai vu que pour redevenir candidat, il a fallu que mon prédécesseur devienne président de l'UMP 31, ce qui, avant, il y a 4 ans, honnissait parce qu'il considérait que c'était absolument horrible. Maintenant, il est président de l'UMP 31, il est sur les lignes de Copé, qui est quand même celle qui consiste à flirter avec des valeurs d'extrême droite. Donc, je n'ai pas de leçon à recevoir en termes de dogme et en termes d'orientation politique. Le programme de la liste de Pierre Cohen sera dévoilé fin janvier, mais déjà il annonce, s'il est élu, une régie publique de l'eau en 2020 au maximum et un développement du territoire plus que jamais basé sur les transports, à l'instar de la ligne Garonne, tant décriée par l'UMP. S'il y a un point qui montre la divergence entre nous, c'est bien le tram Garonne qui, à la fois, a créé un espace public de très grande qualité. Je pense en particulier une sorte de lieu extraordinaire qui est les allées Juliès, avec autour le muséum, le théâtre Sorano, le quai des Savoirs bientôt, le palais de justice, et avec en particulier cette capacité à être à relier à la fois la future arrivée de la ligne LGV avec l'aéroport, ce qui n'était absolument pas le cas quand nous sommes arrivés il y a 6 ans. La campagne pour les municipales à Toulouse est bel et bien lancée. Pierre Cohen inaugurera son local samedi prochain. Et les colistiers de Pierre Cohen seront 69 sur la liste et 52 éligibles. De son côté, l'UMP Jean-Luc Moudin, qui a présenté l'intégralité de sa liste, après une petite séance photo cet après-midi. Sujet complet dans votre édition de demain. Le comité européen de ADS, et non pas le comité central d'entreprise, se tient en ce moment même à Munich. Sous la pression, faut-il croire, Tom Enders a fait une déclaration auprès des salariés. Déclaration que vous avez bien voulu nous amener. Xavier Petraki, bonsoir. Je vais vous la lire. Elle est très brève. Nous prévoyons une réduction des effectifs de l'ordre de 5300 personnes au sein d'Airbus DS, Défense et Spatiale. En outre, 500 postes seront également supprimés au sein des fonctions et services corporate, c'est-à-dire administratifs. Ces chiffres incluent une diminution de l'emploi intérimaire de l'ordre de 1300 postes. Quelle est votre réaction? Vous venez d'avoir cette déclaration il y a 1 heure à peine, Xavier Petraki. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le comité européen n'est pas fini puisqu'il va se terminer vers 19h30 et Tom Enders a souhaité déjà communiquer auprès de l'ensemble des salariés du groupe pour annoncer donc des suppressions d'emplois. Donc je pense que ce qui est paradoxal, c'est que Airbus, qui est quand même aujourd'hui qui compte à peu près 80% dans le chiffre d'affaires du groupe, annonce un plan de charge de plus de 9 ans et on nous annonce des suppressions d'emplois. Je crois que dans la filière aéronautique, pendant des années, elle était porteuse d'emplois. Elle est encore porteuse d'emplois puisque aujourd'hui Airbus a embauché en 4 ans 15 000 salariés. Donc ce n'est pas pour les débaucher à la petite semaine. Donc je pense que il faudra bien sûr analyser ces chiffres et notamment la répercussion qu'il y aura dans chaque pays, puisque ces annonces sont faites au niveau de l'ensemble du groupe donc, européen, donc britannique, allemand, espagnol et français, sachant que le périmètre d'Airbus Défense et Spatiale touche principalement pour la défense plutôt les sites d'Allemagne
et d'Espagne. Et pour ce qui concerne l'espace, c'est plutôt des sites en France et au Royaume-Uni. Alors vous avez dit que justement l'entreprise finalement elle embauche, elle se porte bien. Quand c'est le cas, on parle de je crois 650 millions d'euros pour Airbus de chiffre d'affaires. Il n'y a pas lieu de faire un PSE dans ces cas-là? Je crois que la direction, depuis le changement de l'actionnariat, veut montrer une certaine volonté aux actionnaires, puisque l'actionnariat de ADS dépend à 72% du flottant et 28% des 3 États que sont la France, l'Allemagne et l'Espagne. Et donc, ils veulent démontrer auprès de ces actionnaires qu'il y a une certaine profitabilité au niveau de cette entreprise. Et le chiffre qui a été mis en avant depuis presque 6 mois, c'est 10%. Il faut atteindre 10% de rentabilité d'ici 2015, donc d'ici 2 ans. Même si beaucoup d'indices, et vous venez de le rappeler, en termes de bénéfices avant impôt, qu'on appelle l'EBIT, est très profitable, la marge opérationnelle est très profitable, ça ne suffit pas, il faut rassurer encore les actionnaires. Et donc je crois que ces suppressions d'emplois, d'abord il faut les prendre avec beaucoup de prudence pour savoir comment ça va être fait dans chaque site, réparti dans chaque site. Mais surtout, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, quand on annonce des millions de bénéfices, qu'on annonce des 9 ans de carnet de charges, est-ce que c'est le moment d'annoncer des suppressions d'emplois? On voit que l'industrie, c'est quand même aujourd'hui pas très attractif, notamment pour les jeunes ingénieurs, pour les jeunes ouvriers. On manque d'attractivité dans les métiers de l'industrie, et la seule industrie aujourd'hui qui offre des possibilités au niveau du travail, on annonce des suppressions d'emplois. Je pense que là, il y a vraiment, à mon avis, modifier un peu les choses, et que nous on demandait au niveau de la CGT qu'il y ait une intervention de la puissance publique. Je pense qu'elle est nécessaire pour essayer aujourd'hui de redonner du sens à l'industrie aéronautique. On rappelle qu'on termine juste le plan Power 8. Est-ce qu'on va vers un Power 9 ? On verra ça plus tard. La semaine dernière, vous avez réuni l'ensemble des délégués syndicaux CGT, sous-traitants, bureaux d'études. Vous leur avez fait des annonces négatives aussi, puisque à l'horizon, enfin d'ici les 10 prochaines années, il n'y a pas de nouvel avion, a priori, dans les rails, si on peut dire. Est-ce que c'était pas aussi un petit peu pour anticiper ces déclarations de Tom Enders ce soir ? Je ne sais pas, en tout cas les deux annonces sont concomitantes. Oui. Alors ce n'est pas des annonces négatives. Ce qu'on a souhaité faire en réunissant les syndicats d'Airbus et les syndicats sous-traitants, c'est essayer de partager d'abord la connaissance au niveau de l'avenir des programmes d'Airbus. On sait qu'il y a donc une croissance très forte au niveau de la production. Par contre, d'un autre côté, il y a une baisse très forte au niveau du bureau d'études, de l'innovation, de la recherche et développement. Mais ça veut quand même dire qu'il va y avoir des suppressions de postes dans les bureaux d'études. Alors ça veut dire qu'Airbus, ce qu'annonce Airbus aujourd'hui, c'est le fait que pendant 20 ans, il n'y aura pas de développement de nouveaux programmes. Le successeur de l'A320, avec notamment le Neo, fait que ça recule le prochain programme. Et donc ça veut dire que tout le tissu industriel de la sous-traitance qui travaille exclusivement sur l'innovation, la conception des avions, eh bien effectivement il y a un peu péril en demeure. Donc nous, ce qu'on a souhaité dire, c'est comment anticiper et comment maintenir l'emploi notamment à Midi-Pyrénées sur toutes ces entreprises. Pour créer un nouvel avion. Il faut sûrement créer un nouvel avion. Bon. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projets dans les tiroirs. Et moi, je pense aujourd'hui qu'il faut sortir les projets du tiroir. L'industrie ne peut fonctionner qu'avec des nouveaux projets. On nous parle de 34 nouveaux projets au niveau national. Airbus a des projets dans les tiroirs. Il faut les sortir pour que ce soit créateur d'emplois. Est-ce qu'ils n'ont pas été refroidis un peu par les derniers projets, notamment dans le secteur militaire Chaque projet, effectivement, c'est toujours difficile de faire des nouveaux avions. Surtout dans les conditions actuelles, c'est quand même des nouvelles méthodes de conception. C'est des avions qui sont de plus en plus complexes. Vous imaginez l'A380, 550 passagers, avec des dimensions très, très importantes. Ça a été jamais fait. Donc c'est quand même des avions nouveaux qui demandent beaucoup d'investissement. L'A400M, c'est pareil. C'est un avion très moderne pour le milieu militaire. Donc je pense qu'il faut justement utiliser ces 20 ans qu'on a devant nous pour innover,
pour justement donner de l'emploi à ces entreprises d'innovation et de conception pour justement anticiper sur le nouvel avion. Je crois que l'aéronautique doit préparer son futur et ça passe par maintenir les compétences à Midi-Pyrénées. Parce qu'il faut quand même rappeler, Xavier Pétraki, c'est qu'une période de calme plat, on en avait connu une entre la 340 et la 380. Il y avait eu une période de calme d'environ 15 ans. Donc ce genre de période, on l'a déjà connu. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est la manière de penser de l'actionnariat d'Airbus et de ADS? Si on prend la dernière période où effectivement il y a eu 15 ans, c'est la 340 qui a volé en 89 et la 380 qui a volé en 2005. Ouais. Sauf que d'abord, il y a eu des évolutions de la 340 vers le 500-600, ce qui est un peu fait aujourd'hui avec le Neo pour la 320. Donc il y a eu quand même une collaboration avec le tissu industriel, mais surtout c'est qu'on a préparé la 380. Aujourd'hui justement, c'est ce qu'on demande un peu à la direction et aussi sur l'ensemble des entreprises de Midi-Pyrénées, c'est de commencer à travailler sur le futur A320. Ça sera un avion totalement différent d'aujourd'hui et il faut absolument maintenir ce tissu industriel. Aujourd'hui, dans le bureau d'études, on parle quand même de pratiquement la moitié des effectifs du bureau d'études à Midi-Pyrénées, la moitié des effectifs. Donc ça veut dire quoi? Si on n'a plus les compétences à Midi-Pyrénées pour faire cet avion-là, il se fera ailleurs. Et Airbus ne conservera pas sa position de leader au niveau mondial, on l'a compris. Merci Xavier Pétraki d'être venu sur ce plateau. La vente de e-cigarettes constitue une concurrence déloyale pour les buralistes. C'est la décision qui est tombée cet après-midi au tribunal de commerce de Toulouse. Oui Pascal, je vous rappelle qu'un buraliste de Plaisance-du-Touche avait déposé plainte, c'était le 28 octobre dernier, contre la société e-Smoke Clean qui avait ouvert sur le même trottoir et dont l'activité exclusive était donc la vente de cigarettes électroniques. Une décision qui était très attendu par les buralistes aujourd'hui. C'est un succès sur toute la ligne pour le buraliste et son avocat et un soulagement dans le monde du tabac. C'est un combat pour récupérer donc la vente des cigarettes électroniques dans le réseau des buralistes. Le réseau des buralistes qui encore récemment a entendu parler de 50 cartouches donc, de possibilités d'importation des produits frontaliers. Donc bon, ce business, puisqu'on parle de business de cigarettes électroniques, nous intéresse dans le sens où c'est un marché qui doit être encadré. Premier élément, la publicité de la cigarette électronique est une activité interdite puisque le Code de la santé publique prévoit bien que tout produit, même ne contenant pas du tabac mais rappelant l'acte de fumer, doit avoir sa publicité prohibée. Le deuxième point tranché par le tribunal, qui est un point extrêmement intéressant, c'est que le Code général des impôts et le Code de la santé publique a prévu que la cigarette n'étant pas un produit purement banal, tout produit, même ne contenant pas du tabac, mais rappelant l'acte de fumer, doit avoir sa commercialisation réservée ou réglementée dans le cadre du réseau de distribution des buralistes. Pour la société e-Smoke Clean et son défenseur, en revanche, c'est l'incompréhension. On est en train de nous expliquer qu'en vertu de rien, en vertu d'aucun support juridique, en vertu d'aucun support légal, la vente d'un produit de consommation courante devrait faire l'objet d'un monopole. On fait reculer le tabac, tue les gens, voilà, avec avec la vapote, des gens, nous, enfin, moi je sais que je suis spécialisé là-dedans. Voilà, j'aimerais bien mettre un buraliste en face de moi qui me vend une cigarette électronique pour voir exactement s'il est vraiment autant professionnel que nous. L'avocat d'e-Smoke Clean a d'ores et déjà interjeté appel du jugement du tribunal de commerce, un appel qui suspend l'effet de la décision. Le combat tabac contre vapote n'est donc pas terminé. Et nous suivrons ce dossier évidemment sur TLT. Sans transition, une nouvelle fusillade la nuit dernière dans le quartier des Isards. Peu avant minuit, des coups de feu ont éclaté au pied d'un immeuble de la rue des Chamois, près de la station de métro des Trois Cocus. La police et les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Il y aurait 2 blessés. Je vous rappelle que mercredi dernier, dans le même quartier, des commerces avaient été la cible de tirs au pistolet mitrailleur. Le lendemain, c'est un cycliste route de Launaguet qui était pris pour cible. Je vous propose d'écouter Michel Vallée, procureur de la République, sur les coups de feu de ce week-end au micro d'Alain Sorat. Les coups de feu ont été tirés en direction de l'entrée d'un immeuble qui se trouve donc à la hauteur du 9 de la rue des Chamois. Et on relève 26 impacts de tir. Alors le plus important, c'est qu'on a 2 blessés. L'un a été blessé, on va dire, de façon pas trop grave, à une main. Et le deuxième a été blessé beaucoup plus sérieusement
dans la région abdominale. Le lien n'est pas fait entre ces 3 affaires. Comme les 3 faits avec usage d'armes à feu se passent dans un même secteur de Toulouse, évidemment, ça justifie la très grande attention que nous portons à ces 3 affaires, raison pour laquelle d'ailleurs nous avons saisi au parquet cet après-midi conjointement le SRPJ de Toulouse et la Sûreté départementale. C'est ce qu'on appelle une co-saisine. Dans le reste de l'actualité toulousaine, les enseignants des classes préparatoires mobilisés. Aujourd'hui, les étudiants et les enseignants protestent contre une éventuelle réforme de leur temps de travail qui se traduirait pour les enseignants par une baisse de leurs revenus. À Toulouse, le SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, et le SNES, le syndicat national des enseignants du second degré, ont appelé au rassemblement devant le rectorat en début d'après-midi, comme vous le voyez. On écoute Bernard Augère, professeur de biologie et de géologie en prépa au lycée Fermat, au micro de Jean-Marc Lucas. On est en train d'oublier le fait qu'il y a un élitisme républicain et que par conséquent, on a un système méritocratique qui s'appelle les classes préparatoires. Et quel que soit votre revenu social, si vous avez des compétences, des qualités, vous pouvez les exercer en classe préparatoire. Et c'est ça qui est mis en danger. On est en train de mettre à bas un système public d'enseignement qui est pour tout le monde. Et donc c'est la méthode qui nous a beaucoup choqués. Nous faisons un métier depuis beaucoup d'années pour certains d'entre nous. Et pourquoi tout d'un coup on va décider que nous serions trop payés? Je ne comprends pas bien. On décide manu militari d'enlever donc 15 à 20%. Est-ce que vous, par exemple, journaliste, vous accepteriez qu'on vous enlève 15% de votre salaire ou de vos rémunérations? Et donc on a connu le travailler plus pour gagner plus. Là nous avons travailler autant pour gagner moins. On travaille beaucoup le week-end, beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, ça nous est souvent reproché par nos familles. Et donc, on a un travail de préparation, comme tout professeur. Mais comme on enseigne dans le post-bac et qu'on forme les élèves à des concours, par conséquent, il y a un niveau d'exigence qui nous oblige à travailler donc beaucoup. On ne le regrette pas, on est heureux dans ce que l'on fait. Mais ce n'est pas une raison pour nous dire, messieurs, vous êtes trop rémunérés pour le travail que vous faites. C'était aujourd'hui la journée nationale de la laïcité et l'occasion de faire un premier bilan sur les différentes actions menées sur ce sujet depuis 2011 par les pouvoirs publics et également dans les milieux associatifs et éducatifs. Pascal, vous étiez au lycée Charles de Gaulle de Muret ce matin. Le directeur académique des services de l'éducation nationale Haute-Garonne, Michel Jean Floch, était sur place. On regarde. La laïcité n'est pas seulement une histoire de religion, c'est aussi des règles de comportement social et civique dans la vie quotidienne. Voilà le message passé à ces élèves de 3e et seconde à travers des sketchs improvisés dirigés par le metteur en scène Gilles Ramade. Maintenant, on va faire un dispositif laïque de tolérance et d'acceptation des différences. Donc le supporter de l'OM qui arrive devant les supporters du PSG. Et là, c'est une attitude laïque. On y va. La laïcité, par principe, c'est le respect de la liberté de conscience de chacun. Alors, c'est un principe fondateur de notre Constitution qu'il nous faut faire vivre. Il est évident que pour des jeunes, c'est un concept, mais il faut lui donner corps, lui donner du sens et faire en sorte qu'effectivement ce concept s'incarne dans les comportements, dans les actions des uns et des autres. Oh, c'est quoi ce délire-là? On est chez le dentiste ici, monsieur, on reste tranquille. Tout le monde a le droit d'avoir une religion, mais pas obligé de l'imposer à tout le monde. On le garde pour soi. Sur le fond, c'est que faut pas juger quelqu'un par sa religion ou autre. On est tous pareils. C'est l'Observatoire de la laïcité créé en avril dernier qui a recommandé au gouvernement d'instituer une journée nationale chaque année pour promouvoir les principes de cette charte affichée depuis mi-septembre seulement dans les établissements scolaires. L'Observatoire contribue à la mise en place de l'enseignement de la morale laïque prévu à la rentrée 2015, matière qui sera enseignée du CP aux classes terminales à raison d'1 heure par semaine du primaire au collège, moitié moins au lycée. C'est la fin de cette édition. Merci de nous être toujours aussi fidèles. Merci Xavier Petraki de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Merci Pascal. À lundi prochain. À très bientôt sur TLT. Excellente soirée.